Quand on fait du vélo, on tombe. Et tout le monde peut parler de ça. Moi, par contre, ce que j'ai vécu, il n'y a que moi qui l'ai vécu. J'ai fait le massage cardiaque à un mec dans un train, tu vois, où je me suis fait agresser. Ouais. Ça, c'est mon prochain sketch que je vais écrire. Voilà. Salut, dans Confidence, mon invité aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a été repéré dans Incroyable Talent il y a quelques années. Il a fait pas mal de télé, mais il est connu pour son talent d'humoriste. Mon invité, c'est l'Arlésien. Alors on dit l'humoriste marseillais, mais l'Arlésien avant tout. Anthony Joubert. Comment ça va, Anthony ? Ça va et toi ? Très très bien. Ravi de t'avoir dans ce lit. Tu es venu, je vois, avec tes chaussons. Tu es bien à l'aise ? Oui, mais j'ai amené un petit peu ma combinaison pour bien dormir. J'espère que tu ronfles pas. Et puis, écoute. Non, ça va, ça va. On va remarquer que tu as un petit bobo à la main. Oui. On va en parler aussi dans cette interview. Et puis on est là pour parler de toi. Alors, c'est vrai que, parce qu'on parlait d'Arlésien, quand tu étais petit, tu étais danseur folklorique, toi ? Oui. Oui. On a le dossier, on a la photo. Ouais, et tu as fait ça longtemps ? Ouais. Ouais. Mais comment t'allais chercher ça ? Regarde, c'est toi, ça ? Mais oui, c'est moi. Ouais. Bien sûr, c'est moi. Pendant combien de temps tu as fait Dans la maison de mes parents. Ouais. C'est ça. Mais j'ai fait ça, je sais pas, peut-être sur 8-10 ans, quoi. Mais j'ai démarré très tôt, moi, la danse folklorique. Hein. Ouais. Et en fait, mes parents dansaient, donc ils m'amenaient à la danse folklorique. Et ça me plaisait, en fait. Et comme j'étais très timide, moi. Ouais. Donc, ils me mettaient à la fin, parce que, tu sais, sur la farandole, ils sont grands, quoi. Moi, je les tenais comme ça, j'étais à la fin. Mais j'arrivais à danser, quoi. Ouais. J'arrivais à danser. Et un jour, j'ai vu la piste des clowns. Je sais pas si tu connais cette émission, j'étais petit. La piste des clowns. C'était que des clowns Ouais. qui étaient dans un cirque. Il faisait plein de numéros. Et il y en a un jour, il a fait le Parus. Et j'ai dit, oh. Et j'ai su le faire de suite. Et en fait, le Parus, c'est une danse aussi folklorique. Le Parus, en fait, il faudrait que je te le fasse. En fait, tu sais, c'est comme ça. C'est un peu comme le sirtaki. C'est le sirtaki, Ouais. en fait. Ok. Et ça fait partie de la danse folklorique, en fait. Okay. Et on appelait ça la matelote, en fait, à l'époque. Et ça s'appelle toujours comme ça. Et je me rappelle, c'était à Gap. Ouais. Et là, il n'y avait plus mes parents. Tout le monde avait arrêté dans ma famille. Et moi, je voulais encore danser. Et ils ne savaient pas quoi me faire danser. Un jour, ils m'ont dit, tu te sens de faire la matelote seul ? Bah oui. Et je me suis mis à 8-9 ans à danser tout seul face à des gens. Et c'était mon premier one man. Les Parisiens vous diront, c'est un humoriste marseillais, c'est un humoriste arlésien. Tu y tiens à ça ? Oui, ouais. Oui, parce que tu sais, quand tu vas à Paris, si tu as l'accent du sud-ouest ou l'accent du sud-est, ouais. On va dire, t'es marseillais, toi. Je fais, non, pas vraiment. Je suis arlésien, quoi. Je suis quand même un enfant de Marseille. Oui, et un fan de l'OM. Hein. Ah, ça c'est sûr. Un vétéré. On va te demander un truc. Tu as dit un mot, timide. Parce que quand on te voit aujourd'hui sur scène, on ne peut pas imaginer, mais tu es un vrai timide, toi. Quand tu étais petit, tu étais quel genre d'enfant, toi ? Oh là là, tu ne peux pas t'imaginer. Je pense que, en fait, ma famille croyait que j'étais autiste. À ce point ? Je ne parlais pas. Je ne parlais pas, je pouvais pas. Si on me disait ne t'assieds pas, je reste debout pendant 2 jours. J'étais bloqué. Tu n'osais pas ? Ah, mais rien du tout. Par contre, j'observais beaucoup. Je regardais les choses et j'avais tendance, parce qu'avec mes parents, ça va, j'étais pas trop timide, je pouvais parler. Mais par contre, dès qu'on allait chez des gens, tu ne m'entendais pas. Si on me dit ne bouge pas, je ne bouge pas. Parce que c'est pas à l'école que tu commences à amuser les copains, à te dire tiens, l'humour, ça devient une arme. C'est là, c'est à ce moment-là ? C'est à ce moment-là. Je me rappelle, c'était la poésie Le Corbeau et le Renard de Jean de La Fontaine, où tu sais, on a toujours un livre et il y a une page blanche et une page où tu écris justement la poésie, où tu l'apprends en fait. Ouais. Et chacun notre tour, nous devions faire la poésie en fait. Et je vais à mon tour d'aller réciter la poésie. Et je fais Maître Corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Et je vois que tout le monde est en train de décider, tout le monde s'en fout de ce que je suis en train de dire. Et là, d'un coup, je ne sais pas ce qui me prend. Et d'un coup, je fais « Hé, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. » Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ses bois. Et là, t'as tous les copains qui ont fait. Et ouais. Je me suis senti intéressant. Et tout a changé à ce moment-là. Et la prof m'a dit « Anthony, tu restes à la fin, s'il te plaît. » Elle me regarde, fait « Faut que tu fasses du théâtre, Anthony. » Je dis « Ouais, j'ai bien aimé ce que j'ai fait. Ça m'a plu. Et avant ça,
on ne t'entendait pas, personne ne savait qui tu étais presque Non. dans la classe, quoi. Mais là, Ouais. d'un coup, je me suis dit, tiens, il y a un couloir qui s'ouvre. Ouais. Quelle est la porte qui va pouvoir encore plus me permettre d'être moins timide? Il y a une cassette qui s'appelle la cassette d'Eli Kaku. C'est ça. Et là, j'ai vu cet homme rentrer sur scène, sans rien dire, se faire applaudir, sans faire de vanne, faire rire les gens. Le rire. Voilà, juste en étant présent sur scène, juste ce qu'il émanait. On a vu une photo là, Madame Serfati en Eli Kaku et Madame Serfati, c'est toi, en Anthony Joubert. Ah oui, c'est moi. Parce que tu le faisais déjà. Là, t'as quel âge là, sur cette photo? Oh là, je dois avoir 13-14 ans, là. Voilà. Donc tu avais découvert ton arme fatale, l'humour, ça y est, c'était parti. Le rire. Tes parents, ils t'ont donné quel type d'éducation? Est-ce qu'ils ont vu ça d'un bon œil que tu sois un peu l'amuseur de service après avoir été presque le muet de service? Ma mère, elle était... ça a été une révélation pour elle. Elle me dit oui, il est drôle. Ouais. Oui, il doit faire ce métier. Mon père, c'est pas un vrai métier, Anthony. Ils avaient 36 ans d'écart, on en parlera, je Oui, pense. ils avaient une grande différence d'âge, Mais tes parents. mon père, lui, si j'aurais pu trouver un boulot tranquille, serein, à la mairie ou électricien, tu vois, ça aurait été un Oui. soulagement pour lui. Ma mère dit, non, faut qu'il fasse rire. Mais ma mère, elle voulait que je sois humoriste, mais un petit peu clown quand même. Là, je pense à Gachu énervé, deux humoristes justement de la région, dont Hervé aussi qui est parti, que je salue aussi. Et elle voulait que je sois un peu plus clownesque. C'est pas exactement ça que je voulais faire. Mais voilà, quand je mettais les habits d'Eli Kaku, l'attaché de presse, Madame Sarfati, le prof, le kaku, Voilà. c'était ça. Ouais. Les déguisements, Le déguisement, t'étais pas loin du clown déjà. Oui, Ça devait lui plaire, ça. ça se rapprochait. Tu définirais comment tes parents? Parce que j'ai l'impression que, quelque part, tu étais plus proche peut-être de ton père que de ta mère. Oui, parce que, en fait, vu qu'ils avaient 36 ans d'écart, ma mère a eu besoin de... En fait, quand elle s'est mariée avec mon papa, Ouais. elle cherchait elle-même un papa, en fait. Donc, elle a eu besoin de faire sa vie à des moments. Je lui en veux pas parce qu'on n'est pas là pour juger ses parents. Et du coup, je l'ai un petit peu moins vu à la maison. Et mon papa, ça a été mon repère, mon père, mon grand-père, ma mère. Ouais. Et pourtant, ma mère m'aimait du fond du cœur, parce qu'elle m'a aidé. Sur ces derniers jours, elle a toujours été là. Et mon père, voilà, ça a été quand même mon pilier dans ma vie. Et ça a été tellement un brave homme, si tu savais. Ouais. Il m'a appris l'éducation et à respecter les gens. Voilà, qu'est-ce qui t'a transmis ton père que tu as pour toujours? J'ai lu pas mal d'articles où tu dis c'est la niaque qui m'a transmis mon père. Qu'est-ce que tu entends par là? De jamais baisser les bras. Rien n'est jamais perdu. C'est-à-dire que mon père, il était à l'ancienne, et j'ai un peu d'émotion en disant ça, tout ça, mais il m'a jamais dit je t'aime, mais il me l'a tellement montré, tout le temps, toute sa vie. Et quand je disais, je t'emmerde d'être sur cette terre, il me dit, je fais mon job. Mais ça veut dire je t'aime. Mais oui. Ça veut dire Mais oui, je t'aime. c'était une génération qui ne savait pas dire je suis fier de toi, je t'aime. Il ne t'a jamais dit je suis non, fier de toi. mais on le comprend plus tard. Et oui. Et je me rappelle les dernières époques où il a enfin accepté que je fasse ce métier. On me l'a dit, parce qu'il ne me l'a pas dit. Il est venu voir un festival d'humour où c'était un concours d'humoristes. Et il était dans la salle. Et à la fin, les gens doivent délibérer pour voter, quoi. Ouais. Et il y a des gens devant qui ont dit « Ah, le meilleur, c'est le petit jeune. » Et mon père a fait « Il est bon, hein. » Et les gens disent « Oh, oui. » J'étais heureux. Et là, il était d'une fierté incroyable. J'étais pour heureux. son fils. J'étais heureux. Il te l'a dit ça Non, jamais. Non. Jamais, c'est les gens qui étaient devant qui te l'ont répété. Jamais, voilà. Ouais. Oh, pour lui, c'est... Quand j'allais jouer un petit peu, il fait « Ouais, mais tu gagnes rien, quoi. Qu'est-ce que tu veux gagner ?» Il a connu ton succès, ton papa, parce qu'on va expliquer que ta maman, même si tes parents avaient un gros écart d'âge, hein, tu parlais de 36 ans entre les deux, ton papa t'a eu, il avait 60 ans déjà. C'est ça. C'est ta maman qui vous a quitté en premier, puisque elle est décédée, tu avais à peine 19 ans, toi. Le contre-pied de la vie, ouais. J'avais 19 ans. Ouais. C'est elle qui est partie en premier. Et
il a été dur aussi, mon père, à ce moment-là, parce que c'est violent tout ce que je vais te dire, mais il m'a levé à 8h du matin, parce pour lui, il fallait que ça aille vite. Tu sais, c'est... Qu'est-ce qui allez, devait aller vite En permanence, tu veux dire? Oui, Ouais. faut que ça aille vite, allez. Elle était décidée, ma mère. Bon, là, comment on fait, là? Le cercueil. Il faut qu'on se dépêche. Il m'a levé à 8h du matin pour aller choisir le cercueil. Wow. D'un côté, j'étais content, c'est la première fois que je voyais faire les boutiques. mais... Voilà. Et c'est ça qui t'a toujours sauvé, c'est que tu t'as mis de l'humour partout. Absolument partout. Ouais. Mais je me rappelle d'une anecdote, si tu veux savoir, où on choisit le cercueil, et le mec des pompes funèbres me dit, je suppose que votre maman était quelqu'un de formidable. Il me dit, il faut donc le meilleur. Alors, il y a ce modèle en bois de chêne à 2524 €. Et là, je fais, elle avait des petits défauts quand même. et il me propose un cercueil à 1500 €. Il me dit, le deuxième est à 50%. Et là, je regarde mon père, je fais, tu veux l'essayer, papa? Tu as vraiment dit ça, tu as prononcé cette phrase. Non, mais voilà. Et vous riez avec ton père à ce moment-là, même dans ce moment hyper triste, finalement. Il était très premier degré, il rigolait jamais. Jamais. Jamais il a ri. Jamais, mais elle me faisait rire, cette blague. Et comme je te dis, il n'a pas connu mon succès. Il n'a pas connu... Je pense qu'il est parti au moment où il a dit, il gagne un peu sa vie avec ça. Je peux partir. Ouais. Alors, on va juste raconter cet épisode parce que tu le racontes d'ailleurs dans ton dernier spectacle. Hein. Tout à fait. Évidemment, ça te touche. Pourquoi tu as besoin d'en parler d'ailleurs dans le spectacle aujourd'hui, de la disparition de tes parents? Parce que je pense que, comme toi, comme les gens qui nous regardent, on a tous perdu un être cher. Et tu sais, quand on part sur un sujet d'écriture, de spectacle, on se dit toujours, j'ai envie de parler d'un truc à moi. Mais qui soit universel, qui touche tout le monde. Mais il faut que ça touche tout le monde. Voilà, il faut se dire que tout le monde a vécu cette chose. Il faut qu'il y ait un couple qui regarde mon spectacle en disant « ça te rappelle rien ?» Et là, tu as tout gagné. Et j'avais dit à mes potes, je vais parler de l'enterrement de mes parents, mais plus en profondeur. Je fais « mais tu es fou ?» Je fais « tu vas voir qu'on peut en rire. Ouais. » Et on en rigole. Malgré tout, ça doit être quand même très traumatisant parce que comment tu te trouves, ton père, quand tu reviens d'un spectacle un soir? C'est là que tu vas rentrer à la maison, tu habitais avec lui. Et c'est toi qui, le premier, va découvrir qu'il n'est plus là. Oui. En fait, je rentrais de Lyon et je m'en souviens comme si c'était hier et ça ne me gêne pas d'en parler. Je rentre, il est 3h du matin et je vois la salle de bain allumée. Et je fais, c'est pas normal ça. Et j'ai mon sac de scène, j'ouvre la porte, je vois tout allumé et je te jure, ce que je te dis est vrai. Je te le jure que j'invente rien. Je l'ai entendu. J'entends cette voix qui me dit « Anthony, t'affole pas. Tu vas poser ton sac, tu vas marcher le long du couloir, tu vas voir ton père par terre dans la cuisine. Mais ne t'affole pas. » Je te jure, je l'ai entendu. Ouais. Je suis peut-être fou. Tu l'attribues à qui cette voix? Ma mère. Ta mère qui te parle? Ma mère. J'ai réfléchi, c'était ma mère. J'entre et putain, je le vois. Et là, tu sais, je le touche, je vois qu'il est froid. Je suis oh putain. Ouais. Et là, j'appelle d'abord les pompiers, toute la famille. Et les pompiers, je me rappelle, je devais avoir une voix un peu tremblante. Un peu tremblante. Je fais venez vite. Bon, vous habitez où? Oh putain, je savais même plus. Tu sais l'expression, tu sais plus où tu habites. Ah ben le cerveau court-circuite. Arles, voilà. Et là, je balance l'adresse. Et je me rappelle, bon, calmez-vous, madame, elle me fait. Elle me fait calmez-vous, madame. Vous savez faire massage cardiaque? Oui, j'ai la FPS, mais il est froid, ça sert à rien. Calmez-vous, madame. Oui, oh, je suis pas une dame. Tu sais, d'un coup, je reviens quand même un peu à moi. Oh, je suis pas une dame quand même. Je dis oui, bon, ça va. Et les pompiers arrivent et évidemment, tout s'est passé. Et là, par contre, j'ai enchaîné les vannes. Pour montrer l'attachement que tu as pour tes parents, quand tu as eu assez d'argent, peut-être c'était pour prouver à ton père que tu pouvais vivre de ce métier, tu as racheté ta maison de famille. Qu'est-ce qui s'était passé au moment de leur décès? La maison a été vendue? La maison a été vendue pour des... Tu sais, dans les familles, il y a toujours des gens qui aiment plus l'argent que l'autre. Famille recomposée, on va dire. Voilà, famille recomposée. Et il me manquait 10 000 € pour acheter la maison à une personne. Dans laquelle tu habitais? Dans laquelle j'habitais, et je ne gagnais pas assez ma vie encore pour les spectacles. Je dis, mais on ne va pas la vendre. Ouais. Elle me dit, mais à 25 ans, on n'a pas à avoir une villa. Hein. Je fais, ok, ben pour
pour 10 000 euros, tu m'as vendu. Et à ce jour-là, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Ok, alors, ouais. Et j'ai vécu quelques mois à la rue, le temps de faire la passation de la maison, tu sais. À la rue, carrément? Ouais, j'ai des potes qui m'ont hébergé parce que je n'avais pas encore reçu l'argent pour acheter la maison, tu vois. On a fait moitié-moitié. Honnêtement, je devais avoir 80 000, tu vois, de la maison, tu vois. Je devais avoir ma part, mais il m'a manqué... voilà, j'ai pris une petite maison, je fais le direct à Incroyable Talent. Parce que c'est ça qui est fou, parce que c'est l'année où ton père décède que finalement tu vas exploser, et tu vas apparaître à la télé, que tu vas enchaîner les plateaux, etc. Ça, il ne l'a pas vu, ça. Non. C'est un regret pour toi, ou tu sais qu'il te regarde de là-haut comme tu as entendu cette voix dont tu es certain que c'est ta mère? C'est pas un regret parce que c'est lui qui a fait ça. Il est derrière tout ça. J'ai toujours dit... J'ai dit pour mon père, je vais faire un prime cette année. J'en ai eu 3. Il est derrière tout ça. Ouais. C'est pas... À mon avis, il a dû monter, tu sais, au ciel, tu sais, dire bon, il est où Dieu là? Bon, le petit, il faut l'aider maintenant. Il veut faire rire, aidez-le maintenant. Il m'a fait faire 3 primes. Ouais. Et pendant le direct, je me fais cambrioler dans la maison, j'avais pas l'argent et tout, etc. Bon, ça arrive à tout le monde. Comment tu t'es fait cambrioler pendant que tu étais en train de tourner l'émission? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais j'avais pas l'argent pour l'assurance de la maison. Ma vie est une galère. Hein. Cosette et Cendrillon, j'y ressemble un peu quand même. Hein. Mais par contre, faut dire qu'avant cet enregistrement, tu as failli ne pas venir parce que ton portail t'empêchait de sortir de ta maison. Je le dis quand même à toutes fins utiles. Et quand il dit il connaît les galères, il en connaît quelques-unes. C'est un peu tous les jours comme ça? Écoute, il n'y a pas de mauvais jours. Il y a des jours qui sont moins bons que les autres, on va dire. On va dire que c'est ça. Alors, Incroyable Talent, ça arrive quelques mois après la disparition de ton papa. Et là, ça va s'enchaîner très vite. Et ça s'enchaîne très vite. Et j'ai fait plein de tournées pour arriver à ce que tu me disais. Si tu veux, on y retournera. Mais j'économise. Ouais. J'économise au fur et à mesure. Et voilà, il n'y a pas très longtemps, je suis allé racheter la maison. Parce que mon père, il l'a faite avec le cœur, cette maison. Ouais. Et je me devais de la racheter parce qu'elle doit s'appeler Joubert, cette maison. C'est lui qui l'a construite, cette maison? Ouais. Elle est à moi, maintenant. Ouais. Et tu sais, ne serait-ce que... Je ne sais pas s'il y a quelque chose derrière, mais au moins, quand je vais monter au ciel en disant « Alors, j'ai racheté la maison avec le métier que tu redoutais. » À genoux. Je veux le mettre à genoux. Dis-moi pardon. Oui, je veux exactement ça, à genoux. Voilà. On a peut-être la photo avec tes parents. On voit que tu es très, très proche de ton papa. Et j'imagine qu'il t'accompagne tous les jours et que quand il y a une galère, il est là avec toi et que ça t'aide aussi, en plus de l'humour, à te relever à chaque fois. Oui, mais il ne m'a pas aidé pour le portail, en tout cas. Non. Oui, bah, peut-être un peu à la fin, mais oui. Voilà, il nous a fait une blague. En me disant, tu es con, hein. C'est tout ce qu'il m'aurait dit. Alors, il y a un personnage qui va traverser ta vie et qui va être un peu ton père spirituel. C'est Éric Collado. À quel moment tu rencontres Éric Collado? On va rappeler qui c'est. C'est le gros des Nous c'est nous. C'est comme ça souvent qu'on présente Éric. Voilà, avec beaucoup d'affection parce que je l'apprécie et tu le sais beaucoup aussi. Il n'y a pas de problème. Et Éric, c'est après Incroyable Talent que tu vas le rencontrer? Alors, Éric, non, c'est avant Incroyable Talent que je le rencontre. Au moment où je veux faire ce métier. Et à l'époque, tu vois, j'imitais Eli Kakou, je faisais aussi Patrick Bosso. Il y avait aussi mon petit parrain de scène, Kamel, que j'imitais. Et j'imitais Éric Collado. Et un jour, un agent, Richard Saint-Martin, me dit « Je vais te faire rencontrer Éric Collado ». Et je l'attends au bar, et j'entends « C'est toi le petit PD qui imite ?» Et je me retourne, Éric Collado, il me dit « On va t'écrire un spectacle. » Voilà. Il m'a écrit 20 minutes avec lequel j'ai gagné 4 festivals. Wow. Éric avait cette plume-là qui m'a aidé à développer, à apprendre, à être rigoureux avec moi-même. Il m'a toujours dit, pour faire ce métier, Anthony, il faut travailler tous les jours. Non, il faut travailler la nuit aussi. Ouais. Maintenant, c'est ce que je lui ai dit. Gros bosseur. C'est un gros bosseur. Ouais. Et j'ai appris à être comme lui. Mais Éric, c'est quelqu'un de fabuleux, parce qu'il m'a sauvé indirectement. Il y avait encore mes parents là, à l'époque, et il m'a toujours aidé. C'est lui... Quand tes parents doutaient un peu, par exemple, c'est une des personnes qui disait « il a le talent pour, il va y arriver ». Il rassurait tes parents, Éric Collado? Alors, c'est au départ de ma mère, donc il n'a pas trop vu ma mère, mais mon père était content que je sois avec lui.
parce qu'il voyait que c'était un pilier, que c'était un artiste. Un vrai gentil aussi. Et voilà, et dès qu'il voyait mon père, « Oh Claude, ça va, c'est bon, je le ramène, le petit. » Spectacle entre père et fils. Il y a eu plusieurs spectacles où il y avait père et fils dedans. Tu considères vraiment comme ton père spirituel un peu, Éric Olano ? Ah, c'est mon père de scène, oui. Qu'est-ce qui t'a transmis, lui, ce père-là ? Beaucoup d'amour, avant tout. Il m'a transmis les galères du métier. Tu sais, parce que c'est pas tout d'arriver sur scène. Quand les gens ont payé, c'est bien, mais quand les gens n'ont pas payé, sur un plateau, sur des comités d'entreprise, tu vois, cette galère où tu joues dans un restaurant. Oui, ils sont pas là pour toi, les gens. C'est là que tu dois gagner ton public, que tu n'as pas gagné, parce que là, c'est facile, les gens payent pour me voir. C'est magnifique, c'est fabuleux, c'est tout ce que je souhaite à tous les humoristes. C'est ton public, tu fais ce que tu veux, mais moi j'adore maintenant me mettre en danger sur des publics qui ne sont pas les miens. On va prendre la guitare là 2 secondes parce que j'aimerais que tu nous fasses la chanson qui t'a consacré auprès du grand public dans Incroyable Talent. On en parle, hein, c'était en 2008, tu as 25 ans. Et ça a été un vrai tremplin pour toi, cette chanson, en l'occurrence, parce que ça, tout le monde l'a dans la tête dès que tu fais les premières notes. Ah ben c'est une chanson. C'est ton tube. C'est une chanson qu'on a écrite en 10 minutes, en fait, avec Eric. Ouais. Et c'était une chanson d'amour qui fait... La première fois que je t'ai vu, j'ai eu envie de te prendre le cœur. Ça a été un grand bonheur. Et ça rentrait comme dans une histoire. Histoire d'amour qui glisse, qui ripe. Toi, amoureuse, me ferais une bonne chanson. C'est fort comme la pluie qui mouille. Allez, attrape-moi les mains. Avec toi, le temps recule. Si je t'attrape, je te garde. Enfui au fond de ma couchette. Et de te prendre en voiture. Et t'emmener en satellite. Où tu me... Oui. Parce qu'à un moment donné, il faut bien que je me la tape. Voilà, quand même. mais on va faire ça. Reposons la guitare. Voilà, et donc là, on se dit, oui, effectivement, il est au bord du précipice à chaque fois, et tout se fait dans la tête c'est pas vulgaire. de celui qui écoute. Et c'est pas vulgaire, effectivement, ce n'est qu'une chanson d'amour et une très belle chanson d'amour. Je te remercie beaucoup. Comment tu as vécu cette lumière soudaine ? Parce que là, les gens se disent, on a un petit génie de l'humour, là, mais en plus, non seulement on t'utilise comme humoriste, mais tu vas faire des tas de choses en télé à partir de là. Puisque la première année, tu es dans Incroyable Talent en tant que participant. La deuxième année, tu fais quoi ? Tu es animateur carrément de l'émission ? Je suis animateur de la deuxième émission. En fait, c'est très simple, c'est passé tout connement. Et je remercie encore Christophe Dubreuil de m'avoir opéré. Qui était le producteur de la deuxième partie d'Incroyable Talent. D'accord. En fait, tu sais, quand on fait l'émission Incroyable Talent, on est convoqué quasiment à 8h du matin et tu passes quasiment à 22h le soir, quoi. Et on te met dans une pièce, moi c'était au cirque d'hiver, au cirque Bouglione, où tout le monde allait jouer sa vie, quand même, tout le monde s'entraînait. Alors il y avait les trapézistes, les jongleurs, il y avait les filles du Moulin Rouge, il y avait tout le monde. Et il y a un mec qui vient et me dit « Tu fais quoi, toi ?» Je dis « Moi je jongle sur des bouteilles avec des chiens nains. » C'est compliqué ça, j'ai dit, il a pas te péter, je vais la battre, ce con de chien il va me faire louper le numéro. Le mec va se plaindre à la production de ce que je viens de dire, et il y a un mec qui arrive avec la caméra qui fait « Anto, mets le micro-cravate, je te suis. » Je me suis pris pour présentateur d'Incroyable Talent. Bienvenue dans l'émission Incroyable Talent. Ok, c'est comme alors, ça. Alors je suis avec un tel, et je déconne de tous les côtés. Et donc je finis ma finale, et Incroyable Talent me contacte. Donc Christophe Dubreuil, il fait « Assieds-toi ». Il me montre des images, il fait « C'est quoi ça ?» Je fais « Ils m'ont laissé un micro et tout ». Il me dit « Ça te dit de le faire pour l'année prochaine, en deuxième partie ?» Je dis « Oui, c'est une récréation ». J'ai dit « Dieu, vas-y, je te prends ». Ah, et c'est parti comme ça. Énorme. Et là, tu es devenu animateur, puis chroniqueur télé, puisque tu as enchaîné sur des émissions comme celle de Morandini à l'époque, sur C8. Tu faisais quoi là ? En fait, j'avais commencé à faire des faux mails, déjà en deuxième partie d'Incroyable Talent. Ouais. Je faisais des faux mails de gens qui racontaient n'importe quoi sur les invités. Ouais. Et Morandini tombe sur ça. Il me dit « Ça dirait de venir le faire dans mon émission, tous les jours ?» Allez.
J'ai fait, oui, c'est du boulot quand même, parce que ça me demande beaucoup de réflexion. Donc je fais, mais vas-y, je tente. Et là, je fais le premier buzz. Premier jour, dans l'émission de Morandini, je fais le premier buzz avec Affida Turner, qui pète totalement un câble. Et je vois Morandini derrière, tu sais, parce que quand les caméras sont pas sur lui, il me regardait, il faisait... genre, je sais pas. Ouais. Là, je l'ai vu, il était perdu. Et donc, ça part totalement en live. Et de là, je fais les 3 derniers mois de l'émission avec lui en faisant les mails. Quoi. D'accord. Après, tu as fait C'est mon choix. C'est mon choix. Là, qu'est-ce que tu as fait dans C'est mon choix Elle m'invitait tout simplement. Ah, je me rappelle. Evelyne Thomas. Hein. Ouais, je me rappelle d'Evelyne, et que j'adore. J'adore Evelyne Thomas. Mais elle surestimait mon talent, en fait. Elle pensait que c'était à la commande, comme ça. Eh bien, t'as tout compris. En fait... Or, il y a du travail derrière, et c'est ce que tu dis tout à l'heure, tu es un gros bosseur. Je te dis ce qu'elle m'a fait à un moment donné. Elle me dit, je crois que c'était une émission sur je l'ai trompé avec mon frère ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et donc on parle de tout le monde parce que c'était pas une émission, c'était un hôpital le truc, je te jure. Et je vois les gens parler avec le cœur et tout. Et elle fait, et maintenant, Anthony va faire une chanson sur tout ce qu'il a vu dans l'émission. Sans te prévenir, comme oui, ça. Non, j'ai quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Elle me fait, oui, vas-y. Et tu as improvisé. Et tu t'en sors à chaque fois. Mon cerveau était en dépression. J'ai failli faire un AVC, là. J'ai dit, non, mais on fait quoi? Et j'arrivais à trouver des mots. Ouais. J'ai fini le truc. Je fais, me fais plus ça. J'ai pris 42 fièvre d'un coup, quand même. Je dis, mais tu l'as bien fait. Je dis, ouais, mais quand même. Un peu de préparation, ça m'aurait fait du bien. Voilà. Mais, donc voilà, tu fais ça. Tu vas enchaîner après sur France 2 avec Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en rire. On ne demande qu'à en rire. C'est quoi l'ambiance que tu trouves là et le souvenir que tu en as? Alors, je pense que l'émission Ne demande qu'à en rire était l'émission la plus difficile au monde pour les humoristes. C'est-à-dire, on te donne un sujet, tu as 4 jours pour faire un sketch que tu vas jouer devant un jury, devant un public et en direct à la télé. Une pression de fou. Tu ne l'as jamais joué. Le problème, c'est que là, maintenant je suis marseillais, comme on dit. J'ai l'accent que je n'ai pas envie d'enlever. Et à chaque fois, ils m'ont dit, bah, c'est un animateur, c'est un camelot. Il arrive à vendre les choses comme ils veulent parce que blablabla. Et je ressens presque du racisme à ce moment-là. Ah oui, j'étais vraiment vexé de ça. Mais à cause de ton accent, ils te prennent pas au sérieux en fait. Non, non, on me dit ouais, ça, il l'a fait. Et tu vois, un système que Artus, qui est énormément de talent, attention, Artus aurait fait ça, il aurait mis des notes fabuleuses, parce que moi, le public me sauvait à chaque fois. Et le jury, non. Et à la fin, c'est Catherine Barma, qui fait « Je pense qu'on s'est trompé. En fait, il faut que tu fasses ce que tu sais faire et tu le fais bien. » C'est être moi-même. Parce que, avec Vérino, on en avait parlé, j'oubliais de m'amuser. Quand je descendais les marches de l'émission, j'avais pas le trac. J'avais peur. J'avais peur. Ouais. Tu me poussais, je tombais. C'était le petit gamin timide qui n'osait plus parler et qui n'avait pas confiance en lui. C'était ça, exactement. C'est psychologique, mais j'avais peur de faire les vannes, j'oubliais des trucs, j'étais pas à l'aise, j'étais pas moi-même, quoi. Ouais. Et il ne te mettait pas en confiance pour un sou, en plus. Pas du tout. Donc mitigé. Tu restes combien de temps, là, sur cette émission? Je fais 36 passages, quand même. Ah, quand même, c'est énorme. Je m'accroche. Je m'accroche parce qu'il faut... Tu ne lâches rien. Faut pas lâcher parce que je me dis peut-être qu'ils ont raison. C'est peut-être... voilà, comme je te dis, je reviens d'enfant, j'ai des choses à apprendre. Et en fait, oui, ça m'a vachement appris parce que maintenant, je fais beaucoup de vidéos d'actu sur Internet que j'écris dans l'après-midi, que je joue le soir. Mais j'ai une faculté d'écriture. On m'aide évidemment parce que j'ai toujours un petit co-auteur qui m'aide, Christian, qui est adorable, qui me trouve 2-3 vannes. Mais j'ai cette faculté et facilité à écrire beaucoup plus facilement. Parce que je deviens moi-même. Et j'aimerais bien qu'elle se repasse, cette émission. Qu'elle puisse réexister pour montrer le changement. Et s'ils me disent « ouais, c'est pas bien », je saurais quoi leur répondre. Ouais. Tu vois, essayez de vous adapter aussi à ce que je fais. Si ça plaît aux gens,
c'est qu'il y a quelque chose. Tu as eu à un moment l'impression d'être plus un produit télé qu'un artiste sur scène comme tu l'es aujourd'hui? J'avais l'impression Parce que tu les as cumulées quand même, toutes ces émissions. Ouais, mais j'ai eu l'impression surtout qu'il voulait me changer. Et en fait... Souvent, hein. À la télé, on te prend pour ce que tu es et on essaie de te transformer On te ce que tu transforme. dois être. Mais il faut trouver le mélange des deux, en fait. Je pense qu'il faut trouver le mélange des deux tout en étant soi-même. Et dernièrement, j'ai fait beaucoup de lâcher prise. Tu sais, en disant, si ça ne plaît pas ce que je fais, c'est pas grave. Maintenant, on a les réseaux sociaux, on peut être soi-même. Tu vois, il y a eu un petit transfert. Ouais. Et maintenant, je fais que des trucs qui me Te plaît, correspondent. qui me C'est correspondent. quoi être toi-même alors, si tu devais te définir? Tu l'as en face de toi. Ouais. Là, j'ai posé le masque, tu vois, j'ai réussi à poser le masque. De toute Il y a façon, des yeux qui brillent. voilà, de toute façon, c'est bien de le faire avec toi. Tu as Ouais. toujours été, Ouais. toujours été là. Et moi, ça fait très longtemps que je te suis depuis m'as que vu t'étais tout Minot, petit. Ouais. où j'étais avec Eric, Ouais. où on allait faire des émissions radio et tu peux pas savoir comme c'est cool d'être Et ben, c'est un plaisir. dans un lit face à toi. Le t-shirt que tu as, c'est l'actualité qui est la tienne depuis déjà 2 ans, me semble-t-il. c'est ça, exactement. À quel moment ça a merdé? Tu nous rappelles un peu le contexte de ce spectacle qui parle à tout le monde, en tout le cas les gens qui ont un peu plus de 20 ans. Quoi. Exactement. Parce que mes premiers spectacles étaient beaucoup, on va dire, sudistes. Et je me dis, il faudrait que je trouve un angle où je reste moi-même, tu vois, le mélange des deux. Ouais. Et où les sujets peuvent parler à tout le monde. À toute la France, Suisse, Belgique, Québec. Et un jour, je marche dans la rue et il y a un jeune, il m'appelle monsieur. J'ai dit quoi? Il me dit Cocoubert ou le daron. Et là, je fais putain, mais j'ai quel âge, moi? Et en fait, je me suis rendu compte que... Ça s'est vraiment passé comme ça? Oui. Quoi, il avait quel âge Mais le je jeune? sais pas, il avait 13 ans. Ouais. Petit con. Voilà. Et il te dit bonjour monsieur. Et ça t'a vraiment créé un déclic. Oui. Et je me dis, merde, on me vous voit. Ouais. Ah, c'est pas bon ça. Je suis passé daron. Ou je suis passé daron. Et pourtant, j'ai pas d'enfant, j'ai une PlayStation, pour te dire. Oui. Mais bon, c'est bien parce que tu peux l'éteindre. Attends, parenthèse, c'est une volonté de ne pas avoir d'enfant ou c'est parce que ton père allait eu à 60 ans, t'as eu à 60 ans que tu te dis que t'as encore de la marge? J'ai pas eu le temps. Ouais. Pour l'instant, j'ai encore beaucoup de choses à vivre. Je pense que peut-être dans 2-3 ans, je vais avoir cette idée. Ça peut prendre 30 secondes. Hein. Oui, je sais. Ah bah ça, si tu es rapide, oui. Mais sans compter la douche. Mais oui, mais j'ai l'impression que je sais que c'est pas la vie de tout le monde, mais j'ai encore envie de vivre des choses. Ouais. J'ai envie de partir en vacances dans des parcs d'attractions. J'ai encore envie de faire 2 ans. Faire encore Tokyo, j'ai envie de partir. Et faire encore une fois les Amériques. Et après, le faire vivre à mon gosse. Mais je veux le vivre moi. Allez, et parce que tu as encore un enfant. Je suis un adolescent. Un adolescent. Ouais. Un ado dans un corps d'adulte. Ouais, le contraire de Jean-Luc Lahaye. Ouais, c'est ça. Merde. Adolescent, c'est là, on la coupera pas. On va parler de ce spectacle. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans qui parlait à tout le monde là? Par exemple, 2-3 exemples. Le portable, ça Le existait portable, pas. oui, mais le Nokia, le En 3310, 90. Oui. incassable, que tu faisais tomber sur l'orteil, tu te changeais le pied carrément. Ces mecs, on s'en est servi pour des haches de bois. On a connu les samedis soirs où on partait tous en boîte de nuit. Dans le monde entier, on allait en boîte de nuit. Le changement pour se garer, on n'avait pas le bip de recul, on n'avait que le POC, nous. Oui. Tu reculais, c'était garé. Tu avais le son, mais trop tard. Voilà, les musiques que nous avions, les musiques que les jeunes ont aujourd'hui, elles sont différentes et on peut en rire. C'est pour ça que tout le public vient parce qu'ils ont tous vécu la même chose et ceux qui ne l'ont pas vécu, je l'explique. Ouais. Le Club Dorothée. Un must. On n'y touche pas au Club Dorothée. On a eu l'époque Boys Band. Tu vois, ça parle à tout le monde. On a eu Internet, tu sais, où nous, c'était pas, on n'avait pas la fibre, nous, à l'époque. Ouais. Hein. Tu sais, on avait ce truc qu'on branchait, c'est on mettait 1 heure. Et puis, dès que ça marchait, on essayait, moi, en tant que garçon, d'aller sur les photos un peu jolies, quoi, tu vois. Ouais, ça mettait du temps à s'afficher, des fois. Ah oui, des fois, tu sais, tu voyais un chignon, tu étais content, et d'un coup, oh putain, Francis Lalanne. Donc, tu n'étais pas content.
Et pareil, au moment où tu étais bien connecté, ton père, il décroche le téléphone pour téléphoner, il y a tout qui s'éteint, quoi. Voilà. Et alors, ta spécificité à soi, c'est de passer de choses complètement légères du quotidien, comme Oui. ce dont on vient de parler, à des choses beaucoup plus graves, dramatiques. Et ça, c'est ton côté altruiste, parce que tu dis, si moi j'ai vécu des trucs un peu douloureux, de la peine, eh ben, si j'en ris avec les autres, ça va aussi leur parler. C'est ça ton idée du spectacle aussi, c'est de mélanger l'humour, les choses un peu graves. Comment tu les abordes, par exemple? Je sais que tu parles on en parlait tout à l'heure du décès de tes parents. Je leur dis aux gens, je triche pas, j'ai fait, vous allez voir que nous pouvons en rire. J'ai dit, tout le monde a perdu un être cher. C'est obligé. C'est obligé, voilà. Venez dans mon histoire et ça va vous rappeler un petit peu la vôtre. Il faut trouver un sujet où tu es le seul à pouvoir le faire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si on fait un sujet, je ne sais pas si vous avez remarqué, dis donc, quand on fait du vélo, on tombe. Et tout le monde peut parler de ça. Moi, par contre, ce que j'ai vécu, il n'y a que moi qui l'ai vécu. J'ai fait le massage cardiaque à un mec dans un train, tu vois, où je me suis fait agresser. Ouais. Ça, c'est mon prochain sketch que je vais écrire. Voilà. Récemment, et tu en parles effectivement sur scène depuis peu, ça va faire l'objet d'un sketch. Tu te retrouves pour un spectacle à Amiens dans le train pour aller jusqu'à la salle de spectacle. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là? En fait, je partais de Gare du Nord pour aller dans l'Oise exactement. Et je prépare du coup ma revue d'actu, comme je dis, sur mes actualités. Donc je prends mon portable, je travaillais que l'après-midi pour le soir, parce que l'actu change tellement en ce moment. Et je suis en train de travailler tranquille avec ma régisseuse en face qui travaille sa régie. Et d'un coup, tu sais, il y a plusieurs arrêts, tu sais, dans les TER. Et j'entends, pourquoi tu aspires mon âme avec tes yeux? Putain, je relève la tête, je vois un colosse. Je dis, quoi? Et là, pourquoi tu aspires mon âme avec tes yeux? Il commence à me mettre un coup que j'arrive à éviter. Je suis assez content parce que, tu sais, je dis, putain, c'est cool. Mais le mec, il est gaucher. Et là, il n'y a pas moyen. Voilà d'où la telle qu'on a là sur la main. Ouais. Voilà, oui, ça, je me suis fait mal dans ce spectacle. Et là, je le vois au ralenti, le poing, arriver. Je fais, oh, là, tu vas te le prendre. Il me visait sur le nez. Hein. Je me mets de côté et il me le met là, dans l'œil. Et là, après, il s'enchaîne. Moi, je me mets bras en croix. J'attends que ça passe. Et son arrêt arrive. Le train est à l'heure, Dieu merci. Et je dis, putain, tout ça parce que j'avais aspiré son âme. Je n'aspire même pas la moquette à la maison. Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? On a déjà le début du sketch. Oh oui, bah, Ouais. j'en ai plein d'autres. Ouais. Mais là, je te raconte juste le truc. Et il descend et il y a des gens qui arrivent et ça va? Je fais, ben non. Finalement, non, quoi. Ça a duré combien de temps, cette altercation-là? Ça va super vite? 10 secondes. 10 secondes. C'est long. C'est long et à la fois, c'est très court. Mais les gens ne réagissent pas autour. Oui, parce que tu dis, tu leur en veux même pas aux gens. Non, mais t'es sidéré à ce moment-là. Même ma régisseuse, elle m'a dit, j'ai pas bougé en toi parce que, quand les gens viennent te voir, je pensais que t'étais un copain. Et quand t'as dit j'ai mal, parce que j'ai dit arrête, j'ai mal, arrête. Et elle m'a dit, c'est là que j'ai vu que ça plaisantait pas. Il s'est arrêté à ce moment-là ou c'est juste parce que le train s'est arrêté? Je pense qu'il y a un mélange des deux. Je pense qu'il aurait continué si le train n'était pas arrêté. Ouais. Il est descendu et moi, j'ai pas regardé où il partait, quoi, vraiment. Je suis resté comme ça, je fais c'est bon, il est parti. Et là, je me tiens parce que je sens que j'ai hyper mal là, donc œil au beurre noir. On a vu les photos, on t'a vu chez Cyril Hanouna. Chez Cyril Hanouna. Comment tu accuses le coup? Parce que là, le mec le plus gentil du monde, effectivement, tu n'as absolument pas embêté ce personnage. Non. Je ne savais même pas qu'il était dans le train. C'est ça le truc, c'est qu'il y a plein de gens sur Internet qui vont aller dire « Oui, il faut avoir le son de cloche de l'autre ». Mais moi, je ne l'avais même pas vu, ce mec. Je ne l'avais pas vu, je ne lui ai pas parlé, j'ai rien dit. Et il s'en va, donc les gens appellent les pompiers. Et moi, je fais juste une soirée en disant voilà, ma première agression. Ouais. Et encore eux qu'il avait qu'un couteau, ce que je dis, soyez prudents dans les TER, c'est dangereux des fois. Ouais. Et de là, ça fait
Ça fait un buzz. Ça fait un buzz. Parce que tu as eu besoin d'en parler publiquement. Hein. On t'a vu, on t'a entendu à la radio, on t'a vu à la télé, etc. C'était un besoin pour toi d'évacuer ce que tu avais sur le cœur. Un besoin, je pense que si c'était pas le lieu d'un buzz, quoi, si ça allait pas faire un buzz, j'aurais rien dit, quoi. Tu vois, j'aurais fait ma petite dépression à moi. J'ai rien demandé, moi. Voilà, et quand j'enchaîne à l'hôpital, où je fais 3 heures aux urgences, je fais 2 heures au commissariat. Ouais. Même le lieutenant m'a dit, parce que je jouais le soir, quoi. Il était 22h quand j'étais encore au commissariat. J'ai dit, ben, je vais à la salle. Ouais. Et les gens attendaient encore. Et le lieutenant me dit, mais vous n'allez pas jouer, monsieur Joubert. J'ai fait, pourquoi? J'ai fait, les gens, ils ont payé pour avoir ma gueule, alors ils la verront, même si elle est détruite. Hein. Ouais. Vraiment, t'y allé de façon presque, j'allais dire, robotique. T'es parti. Personne était sorti de la salle. Tout le monde attendait. Quand je suis arrivé... T'avais combien de retard, là? 2h30. Ils ont attendu parce qu'on leur a annoncé que tu avais été agressé, que j'avais eu un problème. Mais que tu allais venir quand même. Et quand je suis arrivé, on me dit, passe par la salle. Je fais, il n'y a pas de problème, comme ça j'arrive pour m'excuser. Il y avait des gens debout, en train de m'applaudir. Et là, par contre, là... Et tu prends une dose d'amour au moment où tu en as besoin. Ouais. Tu t'es effondré. C'est-à-dire que tu étais sur les nerfs jusqu'à présent, et là, tu as tout lâché. Je suis allé dans les loges, et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré comme un gros con, quoi. Et j'ai pris une dose d'amour comme jamais j'ai pris. Là, j'ai pris la plus grosse dose d'amour de gens en disant, on est là, on est désolé. Et ça m'a fait du bien dans la tristesse, quoi. Et quand j'ai vu ma tête, tu sais, où j'étais carrément... J'étais détruit, là. Et tu sais, tous ces gens qui t'attendaient depuis 2h30, qui ont peut-être, comme j'ai dit, ils se sont organisés toute la journée. Comme j'ai dit au lieutenant de police, ils se sont organisés toute la journée, peut-être pour aller... pour trouver une babysitter, pour garder l'enfant, pour venir me voir, moi. Je ne vais pas leur faire ça parce que j'ai pris un coup. Non, je vais y aller. Et ça t'a fait du bien? Oui. Au final, ça t'a fait du bien? Mais j'espère que je leur ai fait du bien, parce que du coup, j'avais pas trop les expressions, parce qu'il me manquait quand même les doubles faces. Ouais, c'est ça. Et Picasso, quoi, à ce moment-là. Et tu leur as expliqué ce qui s'était passé. Comme tu es sans filtre habituellement, tu dis ce que tu ressens sur le moment. Je me suis fait agresser. Et c'était... Ouais. Je souhaite à personne une agression comme ça. Et alors... Voilà, il y a toujours des gens qui disent « Ah, Bichette, pour un coup, machin. » Mais après, je suis allé voir un légiste et il me dit « Bon, on voit bien qu'il vous a tapé là. » Il me dit « Et si je touche là ?» Et là, je fais « Aïe !» Il me dit « Ouais, il vous a tapé là aussi. » En fait, il m'a tapé partout. Et puis là, je dois voir justement un ophtalmo parce que j'ai des phares blancs qui passent. C'est ce que tu me disais, tu vois des lumières que tu ne devrais pas voir. Ouais, et on me dit que ça peut être grave. Donc, j'espère pas. On me dit ça se guérit, mais voilà. Et on m'a conseillé aussi un EMDR. Oui. Alors, est-ce que tu as vu quelqu'un? Parce que j'imagine que c'est hyper traumatisant. Tu en as rêvé, tu en as cauchemardé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu y penses encore tous les jours, ou est-ce que ça y est, c'est derrière toi? On m'en parle beaucoup. J'ai pas de honte à en parler en disant que oui, j'ai été traumatisé. Oui, j'ai pas honte de le dire parce que c'est traumatisant. Même si tu en déconnes, voilà. J'en déconnerai toujours. Mais oui, c'est traumatisant. Et voilà, il y a plein de gens qui sont agressés tous les jours. Comme je dis, il n'y a pas que moi, c'est pas que mon cas. Mais surtout, si on sait pourquoi on t'agresse, à la limite, tu le comprends, mais l'agression gratuite... Sans raison. Tu peux marcher dans la rue, d'un coup, il y a un mec qui peut te tabasser d'un coup. J'ai dit, mais où va ce monde? Je ne sais pas si ça existait pendant ma génération. Visiblement, il n'a pas toute sa tête. Non. Tu aspires mon âme, c'est quand même pas n'importe qui sort ça. Ça semble être quand même l'œuvre d'un déséquilibré. Du coup, tu prends rien pour toi. Écoute, on va pas laisser ça de côté parce que du coup, tu vas nourrir ton spectacle aussi avec ce genre de galère. Tout aide. Tout est drôle. Et ça en deviendra drôle.
parce que je pense que les gens, voilà, les agressions maintenant, si je raconte que je me suis fait agresser, ça va intéresser les gens. Et tout le monde connaît ou s'est fait agresser dans le monde entier. Voilà, tu vois, c'est encore un sujet universel qui va permettre de discuter et puis... et de faire avancer les choses. Tiens, est-ce que à la fin de tes spectacles, tu as des commentaires de gens qui te font penser que tu leur as fait du bien, qui viennent te dire ça m'a soulagé de venir voir ce spectacle. Oui. Tu as eu ce genre de commentaires ? Oui, beaucoup. T'en as un particulièrement qui t'a touché, auquel tu penses là ? Oui, j'en ai un que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et j'en remercie encore. Je remercie encore les gens qui viennent me voir pour me dire « j'étais pas bien, vous m'avez fait énormément de bien ». Je me dis « putain, je fais pas ce métier pour rien, tant mieux ». Là, j'ai eu une personne il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux qui m'envoie un message privé, qui me dit « je suis atteint d'un cancer ». Il me dit « ça va pas bien, mais à chaque fois, j'attends vos vidéos et je vais mieux. Et je vous en remercie de me permettre de me soulager. » Putain. Eh ben tu as un métier qui devrait être remboursé par la sécurité sociale. Faut y penser. Ouais, faut y penser. Le rire médecin, encore une fois. Qu'est-ce qui te fait envie aujourd'hui ? De quoi tu rêves ? C'est quoi les projets là, qui arrivent ? Déjà, continuer à vivre de ma passion. Que les gens soient toujours au rendez-vous, toujours les surprendre. Faire peut-être, rentrer peut-être dans le... J'aimerais bien rentrer peut-être dans le cinéma. J'ai le droit aussi de dire ce que j'ai envie, évidemment. C'est... Le cinéma que t'as effleuré un petit peu, Oui. Voilà, mais tu oui, voudrais... je suis de temps en temps, tu vois, je suis dans Plus belle la vie, où j'ai un petit rôle qui me plaît énormément. Rôle d'hypochondriaque. Ah, j'adore ça. Ouais. J'adore ce rôle parce que je remercie encore Plus belle la vie de m'avoir permis de faire ce personnage, parce que quand on joue dans une série, si on a un accent, on va faire juste un facteur ou un gendarme. Là, ils m'ont permis justement de jouer un vrai rôle, même s'il a un accent, un hypochondriaque. Ouais. C'est super sympa, ça. Ouais. Et j'ai adoré, quoi. Voilà. Donc, tu aimerais un peu plus de séries ou de cinéma. Ouais, et puis continuer mes spectacles, grandissant, continuer le dîner de cons. Et où tu trouves le temps ? Parce qu'en ce moment, tu es en tournée avec le sosie, le dîner de cons. Ouais. À quel moment ça a merdé ? Tu fais des vidéos sur une chaîne YouTube qui marche super fort, tu as pratiquement 300 000 abonnés. Donc, où tu trouves le temps de faire tout ça ? Parce qu'il faut alimenter. Les vidéos, c'est quotidien pratiquement. Oui, mais avec la drogue, ça t'aide. Non. Non, alors ça, c'est faux. Hein. Ça, c'est, oui, c'est pour ça que je l'ai répété. Non, mais parce qu'on sait que dans ce milieu, parfois... Non. Mais par contre, ce qui est ma drogue, on va dire, c'est l'envie, c'est l'ambition. J'ai toujours envie d'écrire des choses, j'ai toujours envie de... parce que tout me fait rire. Je vais marcher dans la rue, je vais voir quelque chose, je fais « Putain, j'ai une idée de faire ça ». J'aime bien, on va dire, accoucher de mes bébés. Et tu vois, j'ai pas d'enfant, mais pourtant, j'aime bien accoucher. C'est pour ça que t'en as pas, ça prend beaucoup de temps, ça. Oui, ça me prend énormément de temps, mais ça me plaît pour l'instant. Et peut-être qu'un jour, voilà, ça ira bien, ou il y aura des films, il y aura des choses, parce qu'il faut maintenir, avant tout, il faut maintenir aussi pour remplir tes salles. Mais en même temps, ça me fait plaisir de les faire parce que je trouve ça sympa de donner un petit peu son avis humoristique. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui donnent des avis où c'est un peu triste de la façon dont il faut... Voilà, on a moyen, en fait, avec Internet, de placer des choses qui ne sont pas interdites. Parce que, tu vois, en télé, il y a des mots qu'on ne peut pas dire. Ouais. Et sur Internet, on est un petit peu plus libre. C'est un petit peu plus moi, quoi. Ouais. Eh ben ici, tu étais complètement libre là, aujourd'hui. Et on trouvera cette émission sur YouTube, la chaîne de France 3 PACA, et puis également sur France.tv. Alors, on va terminer avec une tradition dans cette émission. Ce sont les questions de la table de chevet. Et ouais, je suis obligé de les chausser. Ouais. Tu vieillis maintenant. Oui, mais je suis une vieille chose. C'est quoi le dernier rêve dont tu te souviennes ? Tu te souviens de tes rêves ? Je rêve souvent de vannes. Et tu sais, tu es dans le rêve et putain, j'ai la meilleure vanne du monde, là. Et tu te lèves le matin, tu ne te rappelles plus. Mais je sais que c'était une vanne. Ok. Ma dernière rêve, c'était ça. C'est quoi la chose la plus simple qui te rend le plus heureux ? Tu as réfléchi déjà à ça ? Je ne sais pas si elle est simple, mais c'est les parcs d'attractions. Ouais. Au moment de la descente, tu sais. Tu te sens libre. Quelle est la personne qui t'a le plus impressionné dans ta vie ?
le plus impressionné. Ah. Eli Kaku, je sais pas. Tu veux dire en tant que fan? Oui, je peux dire Eli Kaku. Ouais. Eli Kaku et celle qui m'a le plus marqué, c'est Rico Lado. Ouais. Ce sont les deux personnes. Qui m'ont vraiment. Si tu devais passer un message au petit Anthony de dans 10 ans, donc celui qui aura 52, qu'est-ce que tu lui dirais? On en est où? Alors, on en est où? Ouais. Est-ce que j'ai fait du bon boulot, moi, aujourd'hui, par rapport à toi qui as 50 ans? Et si tu devais passer un message au petit de 10 ans qui n'osait pas parler en classe? Lâche pas. Lâche pas et je te parle aujourd'hui sous un ciel de pluie, mais le cœur éclairci transforme la douleur en rire et en chaleur pour tous les spectateurs. Ouais. Tu penses à eux, même s'ils sont là-haut, et tout va aller bien, Anthony. Ouais. J'assure derrière. Tu l'as improvisé, là? Ouais. C'est pas un truc de spectacle, ça? Ben, je me suis vu. Ouais. Ouais. Ok. Je me suis vu. C'est hallucinant. Merci beaucoup, Anthony. Merci de t'être livré, comme tu le fais d'ailleurs souvent sur scène, avec l'émotion qui est la tienne, avec la sincérité qui est la tienne. On s'est vraiment régalé et je suis sûr qu'on aura de très très beaux commentaires. Ben, avec plaisir. J'ai fait quelques fautes de français quand même, j'en suis aperçu, je voulais vous le dire. Oui, mais ça fait partie du personnage, ça fait partie du lot, ça, non? Ouais, non, on le prend avec. J'ai travaillé quand même. Ma prof de français, le derrière, fait là. Pourquoi tu dis ça? Bon, celle-là, tu l'aimes bien. C'est pas comme la prof de maternelle. Exactement, de je l'école l'aime bien. primaire. Brigitte, je t'embrasse. Et on va te retrouver sur tes réseaux sociaux pour avoir ton actualité qui est florissante parce qu'on le retrouve partout, en France, Belgique, Suisse. Anthony, c'est un vrai gros bosseur, on l'a dit, et ça se vérifie sur tes dates de tournée. Et puis, on va te retrouver sur tes réseaux sociaux avec ces vidéos sur TikTok, sur Instagram, Facebook, et puis cette chaîne YouTube qui marche super bien avec les chansons, dont une qu'on a faite tout à l'heure. Et nous, on se dit à très vite sur la chaîne YouTube de France 3 PACA et sur France.tv. Merci encore 1000 fois à toi, Anthony. Merci à toi, Eric.